Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves, des histoires différentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Rabiha Chiani, psychiatre, psychothérapeute et formatrice en thérapie comportementale et cognitive. Bonjour docteur Rabiha. Bonjour, c'est à moi le grand plaisir de vous rejoindre et je vous remercie encore une fois de me donner cette occasion pour parler d'un sujet aussi intéressant et qui m'intéresse personnellement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler justement de cette jeunesse, des générations issues de l'immigration, des problèmes aussi qu'ils peuvent avoir, on aimerait vous connaître, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir psychiatre? Oui, question très intelligente, pas attendue. En fait, j'étais passionnée par la psychiatrie dès l'enfance. Je vais donc lui féliciter de me donner cette passion et cet amour pour la psychiatrie. Mon frère aîné qui fait de la littérature française. Et c'était mon premier livre en français, c'est Freud. Ah oui, grand psychanalyste. C'est psychanalyste. Ah oui. Et donc, j'avais même pas 13 ans, 14 ans. Et j'avais la passion de lire tous les livres que mon frère les déjà lu. Et donc, c'était la première passion pour la psychiatrie. Et puis, avec le temps, j'ai fait de la médecine et ma mère a eu un cancer. Oui. C'est ça, on parle de l'énergie. Oui, et donc, j'étais choquée par l'absence de la prise en charge psychologique en Tunisie. Des malades qui ont... Et même au monde arabe, le côté psychologique était très défaillant. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire de la psychiatrie, de la psychologie. Et aussi, j'ai fait de la psycho-oncologie. Oui. C'est un thème de prise en charge des malades cancéreux avec leurs difficultés psychologiques. Et donc, c'est ça mon parcours. Donc, en fait, c'est vraiment, au début, c'est la connaissance, surtout 13 ans, c'est un âge très jeune. Oui. S'intéresser à Freud parce que c'est très, exactement, la pensée freudienne est très difficile à comprendre la plupart. Je ne comprenais pas mais bien sûr. à ce moment, mais j'étais... très attirée, voilà. Attirée par la lecture et donc à partir de ce moment j'ai beaucoup aimé la psychiatrie, la psychologie, et la psychologie de l'être humain, combien elle est très en relation très intime avec le corps. C'est ça, exactement. Oui. La relation entre l'esprit et le corps et l'âme. On est trois entités. Exactement. Esprit et corps. Exactement. Et donc, avec l'esprit, c'est la psychologie. En arabe, nafs. Oui, exactement. Et après, donc, le fait que votre maman ait eu ce cancer-là, donc ça a été... le moteur pour vous permettre justement, parce que là vous vous êtes dit, il y a un problème justement d'accompagnement des malades, que ce soit cancéreux ou autres, et donc ça a été comme une mission pour vous. Oui, c'est ça. En fait, c'était à l'adolescence, mon rêve, c'est être chirurgienne, comme tous les étudiants. Et il est en Tunisie, faire médecine, la chirurgie. Mais c'était un rêve d'enfance. Après, j'ai compris que c'est la psychiatrie qui m'intéresse plus et je me trouve très chanceuse d'être psychiatre et de comprendre la souffrance psychologique de l'être humain. C'est sûr, parce que du moment où on s'intéresse justement à l'humain, parce que tout bon médecin doit d'abord s'intéresser à l'humain, comme dirait Hippocrate. Donc, je ne sais plus, en latin, il dit qu'il ne faut pas nuire à la vie humaine. Donc ça, c'est important justement de préserver la vie humaine et d'être proche aussi du patient. De l'être humain, exactement. Avec son âme, c'est l'âme. C'est ça, exactement. C'est ce qui fait la différence même à l'entretien, même à la relation thérapeutique qui est très importante. Bien sûr. Surtout en psychiatrie. En médecine, c'est une profession humaine. Oui. Et spécialement la psychiatrie, c'est l'âme.
On va parler avec l'âme. Parce que la psychiatrie, c'est un domaine très difficile aussi. Il y a tellement de pathologies. À la fois, il y a des pathologies lourdes comme la schizophrénie, les bipolaires. Il y a aussi la paranoïa. Donc, il y a différents types de maladies psychiatriques qui sont très difficiles, très lourdes. Après, il y a aussi la dépression qui est une réelle maladie qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, non, ça va aller, mais non, la dépression est une pathologie. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi la psychiatrie. Maladie dépressive, c'est une maladie. Bien sûr. Compris, c'est génétique, biologique et tout comme toutes les autres maladies. Et même on parle de deux entités en psychiatrie, il y a les névroses et les psychoses, les maladies psychiatriques les plus lourdes qui sont source de stigmatisation des patients et dans toutes les populations. Malheureusement, même on pensait que juste chez nous en Orient, mais même en Occident, il y a la stigmatisation de la maladie psychiatrique, des malades psychiatriques et même des psychiatres. Et donc c'est très large la psychiatrie et ça touche pas mais que les maladies. Même c'est la souffrance quotidienne, l'affirmation de soi. On va parler quand même de côté positif. Bien sûr. Pas que de la maladie et la souffrance. Justement, c'est aussi votre rôle parce que vous êtes aussi formatrice en thérapie comportementale et cognitive. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer brièvement un peu ce que c'est. Voilà. Oui, en fait, la thérapie comportementale et cognitive s'est fondée récemment. C'est un courant en psychiatrie qui a enlevé et soulevé le sujet de cognitive, tout ce qui est l'importance de les cognitions, nos pensées, que nous et qui intervient dans ce sens la culture, la religion, la famille, l'ethnie et tout ça, ça entre dans nos pensées qui peuvent être dans les schémas archaïques ancrés dès l'enfance ou les pensées qu'on adopte après tout au long de notre trajectoire et notre vécu. Selon nos expériences, mais aussi selon des schémas, vous avez parlé archaïques, anciens, mais aussi les mémoires transgénérationnelles. Là, on va loin, de génération en génération, de nos ancêtres qui nous transmettent. C'est prouvé que ça se transmet. Mais bien sûr. Mais, pas seulement tout ce qui est génétique, même le cognitif, le vécu, nos souffrances, nos histoires culturelles et religieuses, ça se transmet entre les générations. On parle même des difficultés, des conflits psychologiques transgénérationnels. Exactement. Et ça entre dans le bain de notre justement, sujet. Ça rentre dans exactement, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est justement les problèmes que peuvent avoir les générations issues de l'immigration. Il y a énormément de problèmes. Par exemple, on parle par exemple des jeunes qui sont les jeunes français ou dans n'importe quel pays européen ou dans le monde, d'accord ? Voilà, les immigrés, enfin les enfants d'immigrés, parce que ceux par exemple qui naissent ici sont français, issus certes de l'immigration, mais français. Mais c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que en fait, en tant que Français issus de l'immigration, ici, ce jeune n'arrive pas à trouver sa place parce qu'il est issu de l'immigration, il est étranger, alors qu'il est français. Quand il va dans son pays d'origine, tu es français. Donc en fait, il y a tiraillement, double identité, double langage, double culture, qui je suis, perte d'identité, on ne sait pas. Et d'ici se développent les troubles et les difficultés, les conflits. En fait, l'immigration, même en psychiatrie ou dans la société, dans les phénomènes sociétals, c'est un événement très lourd. C'est un événement sociétal qui fait beaucoup de changements et qui crée une souffrance entre la culture d'origine et la nouvelle culture adoptée. Donc, l'immigration en psychiatrie, on parle c'est un facteur de stress, comme divorce, les guerres, le déménagement. Et c'est un facteur de stress et événement stressant qui peut créer des problèmes et une grande souffrance psychologique. Donc, les enfants des immigrés, ils vont trouver, je pense,
pense qu'ils trouvent déjà des difficultés d'adaptation. Ils se développent chez eux des troubles de l'adaptation. On parle de troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse, avec humeur dépressive, avec humeur selon les mécanismes de défense personnels, les mécanismes de défense psychologique, soit dans l'acceptation, la résiliation, et il va s'adapter, mais ça nécessite beaucoup de force, beaucoup de travail sur soi. Mais la plupart, dans 80%, ça crée des difficultés. C'est l'acculturation entre culture ancienne, culture nouvelle. Où on peut se trouver. Et cette faille entre les deux, où on se trouve bloqué. Et on parle de blocage. Blocage, exactement. Et on va chercher notre identité. Et l'identité, c'est un ensemble d'éléments culturels, religieux, ethniques, les valeurs différentes, les rituels, même la langue. Moi, je trouve des difficultés dans la langue française. Et donc, c'est ça. C'est très difficile pour s'adapter. Et on doit les sensibiliser, les aider pour faire l'acceptation et l'équilibre. Mais c'est difficile parce qu'en fait, ils sont constamment confrontés à cette société qui les rejette de part et d'autre. La société française, la société justement ou du pays d'origine. Donc, ils ont cette double appartenance, cette double culture qu'on perçoit comme positive, richesse, puisqu'ils ont cette chance d'avoir double langue, donc ils sont à la fois, ils sont bilingues. Et en même temps, en fait, ça crée des troubles sociologiques, ça trouve des troubles justement chez certains scolaires, des échecs. Dans certains cas, mais on a aussi le côté où ça booste le jeune à faire des études longues, à avoir des postes comme être médecin, professeur, dans n'importe quel, même dans la politique. Donc il y a les deux côtés. Il y a ceux qui vont s'engloutir, s'enfoncer justement vers ce côté négatif de rejet, de toute façon on me rejette, je rejette cette société, je rejette ces gens, et ça augmente la colère en eux, et ça augmente aussi les névroses, et parfois même les psychoses. On l'a vu dans certains cas, malheureusement. C'est double. C'est ça. Quand tu parlais de double, en fait, c'est ça la psychose, c'est le double, c'est le déni, c'est le clivage. On parle le mécanisme de défense du clivage. Et c'est ça, il faut apprendre que c'est pas double. C'est une identité variée, diversifiée, des cultures d'origine, d'autres cultures adoptées. Comment arriver? Mais c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est difficile à pratiquer. Un travail sur soi avec la famille et c'est ça l'importance de la matrice familiale. Et même au pays bas et même en Europe, je pense que c'est développer l'ethnopsychothérapie. Oui, exactement. En fait, l'ethnopsychothérapie, c'est développer de la constatation, de l'observation des troubles, des nouveaux troubles psychologiques en fonction de la culture. Oui, dans les sociétés. Qui était venu de problèmes d'immigration. Et donc, ils ont réalisé l'importance de la psychothérapie, la prise en charge psychologique, l'accompagnement. Et donc, l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychothérapie et même l'ethnopsychothérapie familiale actuellement. J'encourage tout le monde m'en accéder. Il y a des ethnopsychothérapeutes ici, même via WhatsApp en Tunisie, ailleurs, pour exprimer cette souffrance, pour faire sortir cette énergie négative et se purifier. Et on rentre donc dans le domaine de purification spirituelle, psychologique, qui va aider le corps et à l'adaptation entre les différentes cultures, les différentes religions. Il faut garder une seule religion, mais entre les cultures. Oui, essayez déjà de trouver qui l'on est, sa personnalité. Et tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est l'équilibre. Trouver son juste milieu. C'est ça. Parce qu'en réalité, dans tout, il faut trouver l'équilibre. Dans tout. Donc c'est ça le plus important chercher l'équilibre, c'est
chercher à l'intérieur, en soi. L'introspection, l'observation, la résilience et lâcher prise parfois, pas de colère. On accepte qu'on est des enfants, des descendants, des émigrés. On accepte notre culture d'origine avec la tolérance. On peut refuser quelques valeurs ou rejeter, mais faire l'acceptation et choisir. C'est le choix qui est difficile. C'est le choix entre l'identité d'origine et l'identité qu'on va adopter. C'est ça, exactement, c'est le choix. Mais ce que vous venez de dire aussi, c'est important, c'est cette introspection de savoir qui l'on est. C'est prendre le temps justement de se regarder en face et de s'écouter. Mais aussi, voilà, exactement, c'est ça. La communication, c'est très important dans la famille. Et la thérapie comportementale et cognitive, elle est basée sur l'importance de la communication, l'importance de la famille. La famille, on est les premiers. Ceux qui sont proches. Donc, se réunir, l'importance de l'institution familiale, surtout, c'est partout, mais surtout pour les émigrés, c'est très important pour parler des origines, de la culture, de la religion, avec beaucoup de souplesse, pas de façon beaucoup dogmatique. De tolérance, exactement, beaucoup de spiritualité dedans, beaucoup d'amour aussi, inconditionnel. Mais ce qui est difficile aussi pour les générations-là, troisième génération, deuxième génération, c'est qu'en fait, les parents qui sont venus ici, donc qui ont immigré, qui sont les immigrés, qui sont venus, n'ont pas fait ce travail. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ils sont chargés de non-dits, de secrets familiaux et de colère qu'ils ont transmis inconsciemment à leurs enfants. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi ils sont fâchés contre, par exemple, le pays où ils sont nés, ce rejet. Parce que ce sont des mémoires qu'il faut guérir. Mais il faut aussi guérir ce que vous avez dit, c'est les parents aussi. Les parents, bien sûr. C'est ça, pour ça, on parle de l'ethnopsychothérapie familiale. Voilà. C'est en fait les parents de ces enfants, des émigrés, eux-mêmes ont des souffrances. Ils n'ont pas résolu les conflits internes. Ils ont, et dans le déni, et entre l'ancien et le nouveau, qu'est-ce qu'on va choisir, et une ambivalence. Et cette ambivalence, ça se transmet. Et quand on parle, c'est le pouvoir magique de la communication. On parle ouvertement, spontanément, sans tabou, et on respecte l'autre. C'est pas par force qu'on va convaincre nos enfants à adopter ces cultures ou ces valeurs. Non, on parle, on entend bien, c'est l'écoute active, pas l'écoute passive, juste j'ai mes idées, mes pensées, mes croyances. Pas imposer. Il ne faut pas imposer à l'autre, mais l'écouter, le laisser justement réfléchir par lui-même, tout en étant dans un cadre, bien sûr, lui donner le cadre, parce qu'on a besoin quand même de base, parce que sinon c'est l'anarchie chez l'humain. Avec des limites. Avec des limites, voilà. Mais on le laisse justement à revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire lui-même. Et c'est vrai qu'il y a tellement de mémoire. Bon, là, par exemple, on va dire, et encore plus quand il y a des jeunes qui sont issus de pays qui est en guerre. On voit par exemple la guerre d'Algérie, on voit par exemple certaines... L'Afrique du Nord. Exactement, l'Afrique du Nord, donc les protectorats. Il y a tellement de choses aussi, il y a tellement de mémoires négatives qu'il faut faire sortir de l'inconscient collectif. On parle des distorsions cognitives et même des conditions archaïques, la colonisation, les guerres, ça reste des rancunes. En même temps, on est là. On est venu vers vous, mais on ne vous accepte pas. C'est de l'ambivalence qui crée beaucoup de souffrance et qui n'aide pas la personne. Donc, il faut faire une petite pause, toute famille, et faire le lâcher-prise avec une certaine résilience intelligente, pas forçage. Tu peux choisir les valeurs que vous voulez, mais garde en tête nos origines, nos valeurs et tout. Et c'est la tolérance, on va accepter. On n'a pas le choix avec les générations déjà. Bien sûr. On n'a pas le choix d'imposer ou de... Mais c'est la guidance et l'accompagnement. C'est ça, exactement. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que vous avez parlé justement de colère que ont nos parents. En fait, je pense que l'une des plus grandes colères de nos parents, c'est de se dire qu'on les a cherchés
après justement la Seconde Guerre mondiale. On les a cherchés pour venir reconstruire l'Europe, ici donc la France. Et au lieu d'avoir de la reconnaissance, on les a rejetés. Et en fait, on leur a fait bien sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. Bienvenue. Ouais. Alors que c'est ça, justement. Et je pense qu'il y a un énorme travail de déconstruction des pensées négatives et aussi de reconnaissance à dire, voilà, merci. Merci à vous, merci aux immigrés, merci aux parents. Voilà. Mais c'est important. Voilà. C'est toute une mentalité qui entre dans la politique de l'Europe actuellement. Ouais. Malheureusement, ils ne savent pas faire être la résilience, la lâcher prise, la bienveillance. On n'attend pas à eux, on fait le travail sur soi. Exactement. On est là. Voilà. On est là, soit choisi en fait. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'immigration. C'est en fait ça peut être forcé. Bien sûr. Exilé ou demande d'asile ou quoi, et par manque de moyens, ou choisi. Il y a actuellement beaucoup d'immigration. Les immigrés, c'est bien choisi. On a bien choisi l'idée d'être immigré. Mais dans tous les cas, ça reste un événement déracinant. Bien sûr. Le déracinement, c'est très difficile. Déraciner une plante, c'est perte de repères, il y a tout à reconstruire. Identité et tout. Ouais. Et donc, les parents qui ont choisi, je les incite à faire le travail sur soi avec des psychothérapeutes, des psychologues, quelles que soient des personnes qui leur aident à faire le travail sur soi et faire trouver le juste équilibre et pour les transmettre à leurs enfants. Car c'est très difficile. Et c'est vrai, et on dit toujours que si le parent fait le travail, eh bien les enfants ne le feront pas à votre place. Oui. Si vous ne le faites pas, ce sont vos enfants qui, malheureusement ou heureusement, ça dépend des cas, parce que dans certains cas, justement, il y a des enfants qui ont cette force spirituelle pour permettre de couper ces liens toxiques et ces mémoires transgénérationnelles. Et ça, c'est important. Oui. Dernière question, ça passe tellement vite, mais c'est tellement passionnant, c'est vrai, il y a tellement à dire sur ce domaine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, en Europe, mais surtout en France, il y a de plus en plus d'islamophobie. Énormément. Donc comment faire pour que ces générations-là, justement, issues de l'immigration, trouvent leur place dans une société de plus en plus islamophobe? Ok, donc on va parler des immigrés musulmans. Oui. Oui. En fait, ça rentre toujours, quel que soit musulman ou autre, c'est choisir et faire l'acceptation. L'acceptation avec conviction. À quelle religion j'appartiens. Une fois c'est résolu, il n'y aura pas de problème. On va pas s'intéresser à l'islamophobie beaucoup. Mais en fait, ça revient en fait qu'on n'est pas arrivé à cette résolution de problème. Avec soi-même. Je suis musulman convaincu et je sais bien les valeurs de notre religion, tout ce qui est bien et tout. Et donc, si je trouve quelqu'un d'autre ou l'autre, en général, l'autre, c'est pas en France, quel que soit, même chez nous. Et donc, je vais pas être très blessée ou touchée dans mon identité religieuse, car on parle d'identité religieuse, culturelle, numérique, personnelle. Mais c'est à travailler avant l'acceptation et le choix. Le choix bien décidé, bien réfléchi de notre religion. Et l'islamophobie, malheureusement, c'est un travail politique. C'est un travail que nous avons parlé tout de suite de ce problème médiatique, politique actuellement, qui font la confusion entre l'islam et le terrorisme. Il faut dissocier quand même. Il faut dissocier entre le terrorisme qui est universel et partout dans le monde, et entre l'islam. Le terrorisme, ce n'est pas l'islam.
Et donc, quand on fait ce travail sur soi et on fait la part des choses, le terrorisme, c'est un acte de terrorisme universel qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, on va trouver la paix, on va trouver notre fierté par notre équilibre aussi, et notre alignement. Oui. En clair, c'est ça. Être aligné, être fier de ce que vous êtes. N'ayez pas honte parce que vous êtes musulman et que nous sommes dans un pays malheureusement où il y a de plus en plus d'islamophobie qu'on voit. Avant c'était caché, maintenant on le voit. Donc ce qui est important c'est voilà, comme a dit le docteur avec nous là, Rabiha, ce qui est important c'est soyez fiers de vous. Il faut un alignement, un équilibre. Vous n'avez pas à avoir honte de votre religion, bien au contraire de vos choix. Et le plus important, c'est d'être toujours dans cette énergie d'amour, de tolérance, de respect, d'acceptation. Transmettez la lumière et non l'obscurité. C'est pas parce qu'on vous dit que l'islam c'est le terrorisme, non, au contraire, ayez le meilleur des comportements. Parce que vous êtes les meilleurs des ambassadeurs. Oui, merci, ça, hein? Merci. En fait, quelle que soit la religion, on s'intéresse à notre religion, bien sûr. Mais quelle que soit la religion, ça entre dans l'identité. Et une fois, on a fait le choix avec conviction et quand on est convaincu, on trouve être affirmé. C'est l'affirmation. Être affirmé, j'ai mes valeurs, j'ai mon style de vestimentaire, j'ai mon style, j'ai mes convictions, mes pensées, mais c'est l'identité. C'est moi. C'est mon identité. Et j'accepte et je suis fière de moi. Et tous mes qualités, mes défauts, on a des défauts, mais on les accepte. Et donc, au moment-là, on n'aura plus besoin de se défendre, de l'approbation des autres. Oui, c'est ça, exactement. Le problème d'islamophobie, c'est et même peut-être des autres religions, Bouddha ou tout. Il y a un refus des musulmans des autres religions. Non, l'être humain, choisir, soit convaincu, affirmé, aligné, et on fait la tolérance des autres. OK ? C'est ça, exactement. Merci. Bon, en tout cas, merci, hein, docteur. C'est vrai que ça passe tellement vite. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, mémoire transgénérationnelle, on a parlé de... L'important, c'est vraiment de prendre le temps de faire cette introspection, de retrouver confiance et estime de soi, et vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. N'attendez pas le regard des autres, mais le plus important, c'est le regard bienveillant envers vous-même. Envers soi-même. C'est ça l'affirmation de soi. Voilà, nous sommes notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce magnifique interview rempli de lumière, rempli d'énergie positive, mais aussi de bienveillance et surtout de transmission à ceux qui nous regardent. De sensibilisation. C'est important justement que toute la famille travaille vers ce cheminement intérieur et surtout cette guérison de l'histoire. Guérison. Hein? C'est le mot que je cherche depuis le début, la guérison de l'intérieur. Pour en conclure, j'insiste sur l'importance de quand même de consulter. Bien sûr. En fait, il y a une spécialité, c'est nouveau, oui, mais c'est l'ethnopsychothérapie, l'ethnopsychiatrie qui s'intéresse à ce problème, exactement à ce problème-là. OK? Et donc, c'est partout pour trouver l'équilibre et la guérison de l'intérieur. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Interview avec le docteur Rabiha Chiani. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.